Bienvenue à tous sur la chaîne Shortcuts. Aujourd'hui, nous allons parler matériel avec le test de la Saucony Peregrine ST10. Je serai aussi avec Alexandre, kinésithérapeute, ultra trailer, qui viendra nous parler syndrome d'essuie-glace. Mais tout de suite, les news. L'année 2020 ne s'est pas passée comme prévu. Malgré tout, les athlètes Salomon ont trouvé le moyen de tirer le meilleur parti de leur temps libre pour faire de 2021 une année inoubliable. Zach Miller se présente en 2016 sur l'UTMB, mais craque après avoir mené pendant 140 km. Découvrez la plus belle moustache du trail à travers la caméra de Billy Yang. ASICS et Thévenard, c'est fini. La marque japonaise nous résume leur année de collaboration avec ce très bel hommage. Après une annulation course après course sur le Golden Trail Series, la course revient en 2021 avec des étapes de rêve à travers le monde. Alors aujourd'hui, le test, c'est donc la Saucony Peregrine ST10. Alors c'est une paire qui est plutôt connue chez Saucony, puisque la Peregrine est un modèle, je dirais, de base dans la gamme, mais qui se déploie en 3 versions. On a une version, je dirais, normale pour le trail. On a la version Gore-Tex, qui est du coup étanche. Et puis on va retrouver cette version-là, qui est plutôt la version, je dirais, 4x4 dans la gamme, puisqu'on va retrouver une semelle, toujours la semelle PowerTrack de chez Saucony, mais là avec des crampons énormes, et surtout très écarté pour bien évacuer la boue. En termes esthétiques, moi je la trouve plutôt très belle, rouge et noir. Bon ça va vite faire ressembler à Salomon, on est d'accord, mais au-delà de ça, je trouve qu'elle a vraiment une jolie tronche. On est sur un drop de 4 mm, ça aussi c'est plutôt cool, puisque aujourd'hui je pense que ça va être devenir entre guillemets la norme sur les chaussures haut de gamme. Puis ça permet quand même d'avoir une foulée naturelle, et ça c'est vraiment bien. On va retrouver aussi quelque chose d'intéressant qui est peut-être gadget, mais au final, ça peut être vraiment bien. Alors, j'en ai moi jamais porté, mais ça peut être aussi l'occasion. On a des fixations pour des guêtres en option, là, si vous voulez fixer ça sur vos chaussures. On a un système de lassage qui a l'air plutôt malin, avec des trous, je dirais, basiques ici sur le devant, mais puis après, un système avec œillet qui doit, je pense, venir tirer, en fait, une fois qu'on lasse la chaussure, tout le chaussant sur le pied. Parce que pour l'avoir mise au pied à la sortie de la boîte, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire chez Saucony et courant aussi avec une paire d'endorphines de route. Je trouve que le chaussant est incroyable. Moi qui aime bien être bien serré dans mes chaussures, bien enveloppé, bah là on a quelque chose de vraiment intéressant. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien avoir une toe box assez large pour le confort et tout ça. Maintenant, voilà, moi je préfère avoir quelque chose de plutôt proche du pied, donc faut le savoir, c'est vraiment une chaussure qui vous enveloppe bien le pied. En termes de poids, le 42 est annoncé à peu près 300 grammes. Aujourd'hui, moi je fais un 45, donc ça fait quand même beaucoup plus de matière sur la chaussure. On est à 355 grammes. Donc voilà, moi je trouve que ça reste le poids assez basique de toutes ces chaussures-là, qu'on demande plus de solidité que d'efficacité en termes de légèreté pour aller plus vite. Pour le dessus de la chaussure, on retrouve sur tout le devant de la chaussure un espèce de ripstop qui a l'air d'être très costaud, avec un pare-pierre qui est thermocollé. Il me tarde maintenant d'aller les tester, donc on se retrouve tout de suite sur le terrain pour mes premières impressions.
On se retrouve donc dehors sur le terrain, sur les hauteurs de Lyon, dans les Monts d'Or. Pour ceux qui connaissent, il fait un peu frisqué aujourd'hui. Du coup, le récap de cette Saucony Peregrine 10 ST avec des conditions en ce moment qui sont plutôt parfaites pour cette paire de pompes. Beaucoup de boue, beaucoup de gel, dégel qui fait qu'on a besoin d'avoir de l'accroche. Alors écoutez, sur toutes les sorties que j'ai pu faire aujourd'hui, moi je suis plutôt très satisfait. On a vraiment beaucoup d'accroche dans la boue. La semelle de la Peregrine 10 ST en fait est particulière parce que vous avez des crampons qui font 8 mm, donc c'est quand même plutôt très gros et ils sont très espacés. Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais ils sont gros et donc espacés, ce qui permet d'avoir une évacuation de la boue qui est très efficace. Et c'est vrai que dans toutes les parties de mes sorties où j'ai pu faire des pauses pour manger ou m'hydrater, je regardais la semelle à ce moment-là et elle était complètement sèche de boue et avec aucune trace de boue en tout cas qui pourrait rester collée sur les crampons. Et donc c'est bien la preuve que ce type de semelle a toute son efficacité à ce moment-là. Pour ce qui est du chausson, je suis aussi très satisfait, j'adore parce qu'elle est très fine, elle tient bien le pied, ce qui est plutôt un avantage par rapport à la paire de chaussures que j'utilise d'habitude qui est une New Balance et aujourd'hui qui est très, je dirais, canapé, c'est une grosse chaussure avec une grosse semelle. Là vraiment, on met son pied dedans, on a vraiment l'impression d'avoir une paire de chaussures qui est faite pour aller vite, qui est aussi plus légère qu'un New Balance, donc je pense que ça change aussi pas mal de choses. Il y a un seul inconvénient que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est que c'est vrai que nous dans les Monts d'Or aujourd'hui où on court, on a beaucoup de cailloux et ces cailloux là, une fois qu'ils sont humides et où il y a de la racine un peu humide, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très glissant. Alors je sais pas si c'est parce que la paire était encore trop neuve et que du coup les crampons n'étaient pas assez abîmés pour pouvoir accrocher. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt un problème de dureté de semelle qui fait que la chaussure ne s'adapte pas en forme. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais en tout cas, qui ne s'adapte pas à la forme du rocher, qui fait que finalement, on a l'impression d'être toujours sur quelque chose de plat et ça a tendance à glisser. J'ai pu courir avec un ami qui avait des pérégrines normales et qui lui passait pour le coup là plus vite sur ces parties-là qui étaient très glissantes que lorsqu'on était plutôt dans des parties boueuses. Donc quand vous êtes sur de la vraie boue, des vraies zones humides, c'est plutôt très bien. Par contre, effectivement, dès qu'il commence à avoir un peu de relief, un peu de la pierre, de la racine mouillée, c'est vrai que je trouve que c'est pas très sécure, voilà, et notamment en descente où je me suis fait quelques frayeurs. Je vous avoue que j'ai pas fait de grandes distances avec, hein. J'ai fait je crois peut-être 16 ou 17 km maximum sur des sorties avec, donc je vais essayer de partir sur des longues distances avec cette paire de chaussures là pour voir ce que ça donne. En tout cas sur les sorties que j'ai pu faire, ça reste quelque chose d'assez confortable, mais il faut pas oublier que ça reste 4 mm de drop, donc avec une foulée plutôt sur l'avant du pied ou médio-pied qui fait qu'on va venir faire travailler plus les mollets. Et effectivement, on a en fin de sortie des mollets qui ont tendance à être un peu plus fragilisés que sur mes New Balance avec lesquels j'ai l'habitude de courir un peu plus à plat et où en tout cas l'amorti me permet d'avoir moins de douleur à ce niveau-là. Mais je pense que encore une fois, ça reste de l'habitude. Et que sur des longues distances, si j'arrive à garder une bonne allure et une bonne foulée, on devrait passer sur ce point-là. Après, en termes de stabilité, moi j'avais un petit peu peur de la tige, effectivement, qui peut être plutôt, on peut trouver plutôt très basse par rapport à d'autres chaussures. Et en fait, sur des parties plutôt rapides ou même en descente au milieu des caillasses, ça tient quand même plutôt bien, le pied reste bien en place et la chaussure bouge pas trop. Donc en termes de stabilité, moi je trouvais ça quand même plutôt bien. Et il y a autre chose où j'étais plutôt étonné, c'est que j'ai pu l'utiliser lors de sorties qui étaient vraiment humides ou même il pleuvait et j'avais pas les pieds tant mouillés que ça. Je pense pour le coup que la version Gore-Tex est complètement imperméable, mais celle-ci fait quand même vraiment le boulot parce que j'avais pas les pieds forcément mouillés et là-dessus si j'étais très étonné de rentrer avec les pieds plutôt secs, même en ayant pu courir dans des flaques ou en milieu très humide. Pour conclure, je pense que c'est une paire de chaussures que vous devez avoir, alors pas particulièrement la Saucony, moi je vous parle de la Saucony aujourd'hui parce que je l'ai au pied et je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien, mais en tout cas d'avoir une paire de chaussures dédiée à ces conditions extrêmes et humides et de boue. Donc là on a la Saucony Peregrine, vous pouvez retrouver la S-Lab Cross qui vient de sortir de chez Salomon qui est aussi une paire prévu pour ça. On a la Féline de chez Dynafit aussi qui est prévue pour ces conditions là. Et après, si vous avez des budgets qui sont un peu plus limités, c'est vrai que Decathlon a plutôt tendance avec leurs chaussures de trail de faire des chaussures qui ont tout de suite des crampons plutôt très gros comme on peut retrouver sur la Saucony. Moi je trouve que c'est bien d'avoir une paire de ce type là dans son armoire pour pouvoir affronter l'hiver et le début du printemps qui est souvent aussi très humide, en tout cas dans nos coins, pour pouvoir être tranquille dans vos sorties. S'il y a bien une blessure que beaucoup de coureurs ont connue dans leur carrière, du coureur du dimanche à l'ultra trailer, c'est le syndrome de l'essuie-glace.
Aujourd'hui, on est avec Alexandre Broyer, ultra-trailer et kinésithérapeute, qui va nous expliquer ce qu'est le syndrome de l'essuie-glace, les précautions à prendre pour ne pas se blesser et que faire si nous sommes déjà blessés. Salut Alex. Salut Julien. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est le syndrome de l'essuie-glace? Alors, syndrome de l'essuie-glace, c'est un nom pour désigner un tendon qui vient passer en fait de part et d'autre d'un bout d'os. Okay. Du coup, syndrome de l'essuie-glace. Ce muscle, c'est le tenseur du fascia lata, donc plus connu sous le nom du TFL, ou syndrome de la bandelette iliotibiale. Mais syndrome de ça, c'est que pour toi, ça. Voilà, syndrome de l'essuie-glace, c'est plus simple. Donc du coup, c'est un petit muscle qui vient s'insérer ici au niveau du devant de la hanche. Donc il a une toute petite partie musculaire. Puis ensuite, on enchaîne après sur une grosse partie fibreuse, tendineuse, qui vient descendre tout le long de la cuisse jusqu'au niveau du devant du tibia. Et en fait, donc là, on a un tendon qui est justement assez épais et qui vient passer, là, vous voyez, à cet endroit, il y a une petite bosse au niveau de l'os du fémur, qu'on appelle le condyle fémoral. Le tendon, il va venir, à chaque fois qu'on plie et qu'on tend le genou, il va venir passer de part et d'autre du condyle fémoral, et du coup, c'est ce qui va créer l'inflammation quand on n'a pas assez, justement, l'habitude de le solliciter, et ben, à force de passer devant, ça frotte, et ça s'inflamme. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est pas un problème physique, mécanique de ma personne, je dirais, c'est plutôt un problème d'habitude. Alors ça peut être un problème mécanique éventuellement, on ne sait jamais. Ça peut être un petit problème au niveau du bassin qui a tendance à déclencher une trop grande tension au niveau de ce muscle. Okay. Mais la plupart du temps, c'est quand même à la base un problème de sursollicitation par rapport à ce qu'on a l'habitude. Donc sursollicitation, ça veut dire j'en fais trop par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Ou ça peut être aussi une histoire matérielle finalement, j'ai une paire de chaussures dont j'ai pas l'habitude de courir avec, que je vais mettre d'un coup et partir faire une séance plus grosse que d'habitude. Si tu pars faire une séance plus grosse que d'habitude avec une nouvelle paire de chaussures ou quoi que ce soit, bah du coup ça sera toujours une sursollicitation. Ton tendon il n'était pas habitué à travailler autant, okay. Et d'un seul coup bah, tu es venu le surcharger, t'es venu justement contraindre beaucoup plus que ce qu'il avait l'habitude de frotter là. Parce que plus tu vas solliciter ton tendon, plus lui il va s'épaissir, se renforcer, avoir l'habitude de frotter là, et moins ça posera de problème. Donc du coup, si bah, pour une fois tu es allé courir, tu as l'habitude de courir 10 km et que là tu es allé te faire 30 bornes, et bah, du coup à force de courir, bah, là ton tendon il n'était pas suffisamment habitué, et du coup il y a une inflammation qui est venue se créer. Et c'est cette inflammation qui, quand elle arrive, bah, ça te fait une douleur très aiguë qui t'empêche complètement de courir. Quand j'en suis là, donc je suis déjà blessé, j'ai mal, je peux plus courir. Est-ce que c'est fini, c'est définitif? Est-ce que c'est un peu comme une tendinite, je vais avoir souvent des douleurs qui vont revenir souvent? Ou alors est-ce qu'il y a moyen que ça passe? Et qu'est-ce que je fais du coup? Alors si tu es en course, souvent c'est très compliqué parce que du coup c'est une douleur qui est très aiguë. Ouais, j'imagine. Souvent on risque de t'obliger de t'arrêter, donc après tu as quelques solutions quand même qui peuvent te permettre de continuer, mais ça reste précaire. Moi, ça te permet de terminer, mais avec un temps qui risque de ne pas te convenir. Ouais. Mais du coup, on peut toujours faire un strap qui va quand même aider à enlever un peu de contrainte à cet endroit. Et après, surtout, ben, le plus intéressant, c'est donc ce muscle, il vient se tendre quand tu rapproches la jambe de l'intérieur. Mais par contre, quand tu écartes la jambe, il vient se détendre. Okay. Donc le but du jeu, ça va être de le détendre pour éviter qu'il soit trop en tension au niveau du condyle fémoral. Donc du coup, pendant la course, tu peux essayer d'aller chercher des appuis à droite, à gauche, essayer de rester le moins possible dans l'axe. En fait, au plus tu restes dans l'axe et au plus tu as une petite foulée, bah, du coup, au plus tu travailles tout le temps sur la même zone, et du coup, bah, tu es en permanence sur la zone qui est inflammatoire. Donc quand je suis blessé, je vais voir mon médecin, je suppose? Oui, c'est la première chose à faire, bah, du coup, parce que être sûr que c'est le syndrome de la bandelette, le syndrome de l'essuie-glace, parce que douleur de genou, on ne sait jamais. Ça peut être plein de choses. Ouais. Tu peux croire que c'est un syndrome de l'essuie-glace et puis au final, c'est pas ça. Donc du coup, ça te permet au moins d'être sûr du diagnostic et puis après d'adapter les bonnes choses. Et après, ton médecin, il te dira certainement aussi d'aller voir ton kiné du sport. Donc ton kiné du sport ou ton ostéo, qui te permettra justement de vérifier qu'il n'y a pas de blocage au niveau du bassin et qu'au niveau des tensions, il n'y a pas de tensions qui viennent du bassin et qui du coup mettent trop de tension au niveau de la bandelette, et qui du coup viendra déjà créer des pré-contraintes et du coup une petite inflammation avant même de l'avoir sursollicité. Et du coup, en termes de matériel, est-ce qu'aujourd'hui, ma paire de chaussures peut être aussi responsable de la blessure? Ta paire de chaussures en tant que telle, non, parce que c'est plus une question justement d'habitude. Ouais. Donc par exemple, si tu avais l'habitude de courir avec une vieille paire de chaussures et que tu t'es acheté une nouvelle paire de chaussures et que tu es parti courir 30 bornes avec alors que tu avais l'habitude de courir à plus 10-15, là oui, forcément tu vas...
En effet. Ouais. Donc là, forcément, tu vas avoir tendance à justement créer une inflammation parce que du coup, avec ta nouvelle paire de chaussures, tu viens créer un peu des nouveaux appuis et du coup, ton tendon, il n'est pas habitué à ces appuis et forcément, tu vas plus l'inflammer. Déjà, il ne faut jamais pourrir autant de bornes avec une paire de chaussures neuve d'un modèle qu'on ne connaît pas ou on n'a pas l'habitude parce que justement, tu n'es pas habitué, ton tendon, il ne va pas avoir l'habitude à ces appuis. Mais par contre, d'avoir plusieurs paires de chaussures, c'est intéressant parce que du coup, ça va te permettre d'adapter ton tendon à plusieurs choses différentes et du coup, tu vas être beaucoup moins apte à te blesser. Et c'est pareil, c'est super important. Donc, si tu cours par exemple que sur marathon, que des courses sur route, pour le coup, tu vas être hyper adapté au bitume. Mais en trail, on a tendance à beaucoup courir dans les chemins, mais c'est aussi important, par exemple, de faire un peu de route parce que justement, la route, c'est très répétitif. Et sur la route, tu vas tout le temps avoir la même foulée, tout le temps, avec tout le temps la même tension, vu que tu es toujours dans l'axe. Et du coup, en trail, on va avoir beaucoup plus tendance à aller chercher un peu sur l'extérieur, un peu sur l'intérieur. Donc du coup, la tension au niveau de la bandelette va changer. Donc du coup, tu vas avoir tendance à moins frotter, à moins avoir toujours l'inflammation au même endroit, toujours le frottement au même endroit. Donc du coup, le fait de varier le terrain, c'est très intéressant parce que du coup, ça va te permettre de travailler justement un peu plus ton tendon dans toutes les amplitudes et toutes les zones de frottement. On parle aussi, si on reste sur les chaussures, on parle beaucoup du drop aujourd'hui dans les chaussures. Est-ce que c'est important dans le cas du TFL? Alors pour le TFL, franchement, le drop, ça n'a pas une grande importance. Ça sera beaucoup plus important sur une pathologie comme la tendinite d'Achille, qui du coup va jouer là sur la position du pied et du coup sur la position du tendon d'Achille et le travail fourni par le tendon d'Achille. Mais en aucun cas sur le TFL. Au niveau du TFL, du coup, ça change la position de la cheville, mais ça joue pas sur l'axe et du coup sur le frottement du tendon par rapport au condyle fémoral. Donc il y a quasiment pas d'incidence. Merci Alex. De rien. Et puis à très bientôt pour d'autres conseils. À très vite. Avant de vous quitter, on voulait vous parler des bières qui étaient posées là à côté de nous pendant l'émission. On a trouvé cette petite brasserie près de chez nous qui s'appelle la Brasserie du Caillou, qui fait des bières artisanales très sympas et très goûteuses. Vous savez que c'est très important quand même la récupération après nos sorties run. Si vous aussi vous avez des idées de produits locaux proches de chez vous à nous faire découvrir, n'hésitez pas, on est preneurs aussi pour faire des tests. J'espère que cette première émission vous a plu. En attendant, abonnez-vous pour être au courant des prochaines. Et sur ce, à bientôt, bon run!